Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce live du jeudi 3 octobre. Euh, on est là pour parler jeux de rôle. Et oui, je viens vous parler de jeux de rôle. Euh, Première fois d'ailleurs, exactement, parce que d'habitude je suis plutôt là pour parler bouquins, je pense que vous le savez. Mais je ne serai pas tout seul, évidemment. Je serai accompagné de notre cher Antoine. Antoine, qui est là avec nous ce Hello! soir. Hello, comment ça va? Ça va? Et toi? Bah, écoute, tranquille. Tranquille, tranquille. Bah Bon, ouais, bah, ce on soir, parlait de on jeux est de là rôle. pour, jeux de rôle Incroyable. et ouais, incroyable. Première fois que je fais ça sur la chaîne. Eh oui. C'est fou, c'est fou. Donc on va être là pour parler Monster Hearts, Mhm. au lapin marteau avec une des 2 têtes pensantes, et non Voilà. pas la moindre, n'est-ce pas? Bah, il serait peut-être je pense qu'on va faire venir. Qu'est-ce qu'on en Tatatam, pense? tonnerre d'applaudissements. On Un l'accueille tambour? bien fort, Et ben voilà. Jérôme. Et bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bien le bonsoir. Ah, ça va bien? Bah, c'est la fête, très content d'être là. Ah bah, Bien. parfait. Parfait. Bon, un petit coucou dans le chat, vite fait, à ceux qui Voilà. commencent à se connecter et à nous rejoindre. Voilà, voilà. Bon et ben voilà, on est là tous les 3, c'est parti. Mais Et oui, et on est là, on est en bonne compagnie, impeccable. On s'est débarrassé exactement, de Fred. Que voulez-vous? C'est une bonne soirée. Je on plaisante a vu qu'il est dans le renversé chat le roi. actuellement. C'est ça. Voilà. Non, bah, on le salue quand même bien. On salue tout le monde. Évidemment, on Euh, salue toute l'équipe. voilà. Voilà, hein. Ceux qui sont là, qui ne peuvent pas être là, on vous salue tous. Et on Bonjour, salue également bonsoir. ceux qui nous regardent, ceux qui écrivent dans le chat, ceux qui nous regarderont en replay ou qui nous écouteront, hein, voilà, au lieu de bosser le lendemain. Je fais pas ça, c'est pas vrai. Attention. Bref. Bien. Donc, comme tu l'as dit, nous allons parler d'un jeu. Et on va pas parler de n'importe quel jeu, on va parler de Monster Heart. Et vous avez vu ça? Incroyable. Incroyable. Un budget incroyable ici. Donc, bah, avant toute chose, voilà, on va parler de ce jeu. Voilà, ce jeu, on rappelle, il est sorti. Il y a eu un financement il y a à peu près 1 an. Il arrive en boutique et tout. Bon, on va parler du jeu. Et on va surtout parler d'une des 2 têtes pensantes, Jérôme. Donc, Jérôme, pourrais-tu te présenter rapidement, hein, voilà, si tu veux, à notre public ébahi et avide d'informations et de potins? D'accord, alors je vais embrayer directement sur les potins. Ah, cool, j'adore. Parfait. Alors, que vous dire quand j'ai commencé le JDR il y a pas mal d'années maintenant, enfin je suis vraiment tombé dedans quand j'étais petit, hein, façon Obélix. Depuis, bah, j'ai essayé d'arrêter un nombre incalculable de fois et j'ai jamais réussi. De fil en aiguille, j'ai fini par bosser parce que des gens ont été assez fous pour me laisser faire. Au départ, c'était sur Cops Hmm. et sur un jeu alors qui parlera qu'aux plus anciens, qui s'appelait Mousquetaires de l'ombre. Et puis après, bah, j'ai fait à peu près, enfin un peu tous les boulots dans le JDR, du moment qu'on me payait, quoi. Et des fois même si on me payait pas en vrai. Depuis, j'ai monté, enfin, au départ, ma première maison d'édition qui s'appelle Le Lapin Marteau. Mhm. Ça tombe assez bien, vu qu'il y a le logo en bas. Et j'ai été rejoint par Coralie David, donc l'autre tête, et même on peut dire que c'est elle la tête pensante de Lapin Marteau, il y a 8 ans à peu près. Ok. Et Ok. depuis, ben, on fait donc du jeu de rôle, on fait des recueils à propos du jeu de rôle, et on a pas mal d'autres activités qu'on dissocie pas vraiment de Lapin Marteau, même si c'est pas l'édition. On donne des cours, par exemple, on fait de la recherche un petit peu. Enfin bref, on s'occupe, et en général autour du jeu de rôle, quoi. Hmm. Ok. C'est bon, ça un peu, non? Ça. Ça va. J'étais à jour. Voilà, je dis pas ça parce que j'ai quasiment tout. Voilà, en fait, j'ai toutes les productions qui sont là derrière moi, sur la bibliothèque d'à côté. C'est faux. Ouais, j'en ai Alors, quelques-unes je me aussi. demande si vous faites ça à chaque interview, mais effectivement, je vois derrière vos têtes qu'il y a de très très bons bouquins, et ceux des autres éditeurs. J'ai un problème d'addiction et pareil, j'ai essayé de me soigner, ça ne marche pas. Au grand Alors désespoir de madame. c'est pas fait exprès, mais je viens de voir que j'ai mon château Frankenstein qui est juste là. C'est absolument pas fait exprès pour le live de ce soir. C'est pour ça que je disais Je ça.
Voilà, et j'ai C'est ça. joué les parties de jeux de rôle au-dessus et joué Ah l'histoire bah, aussi là-haut, ils sont là, qui traîne, voilà. voilà. Écoutez, si d'autres personnes dans le chat ont besoin que je vienne inspecter leur bibliothèque, n'hésitez pas. D'ailleurs, On juste pour info, je vois pas le chat, je vois pas les commentaires, donc Ah, OK. je vais pas réagir. Tu peux revoir, tu as un petit bouton qui s'appelle commentaire, tu peux appuyer dessus. Vous ne le voyez pas, vous, qui nous regardez, mais Ça a l'air tellement lui, plus simple. il le voit. Voilà. Merci beaucoup. Ah ouais. Nous, on a plein de boutons, c'est incroyable. J'ai l'impression d'être dans l'Enterprise. Bien, bon, petite présentation. Voilà, c'est une bonne présentation des lapins marteaux. Donc, ça fait un petit moment que vous êtes quand même dans le, voilà, comme on a dit, dans le milieu. Vous êtes fait quand même une bonne réputation de sérieuxité. Hein, on va pas le cacher. Merci. Bah, c'est vrai, hein, parce que j'ai pas souvenir, et pourtant, je suis dans le milieu du jeu de rôle aussi depuis un moment, quand vous avez parlé de vous en mode, ouais, bon, un petit peu les petits amateurs qui s'y connaissent pas trop. Non, vous êtes quand même des. Bon, je sais pas si le terme, on va dire peut-être pas sommité, mais en tout cas, je crois que le terme scientifique, ou en tout cas d'après l'Académie française, c'est vous peser dans le game. Oui, alors moi je pèse dans le game, c'est sûr, mais j'essaie d'arrêter, c'est pareil. Ok. C'est là que j'étais pas prêt. Ok, bon. Voilà, c'était voilà, ça c'est donc l'éditeur, Lapin Marteau. Donc, vous êtes deux. Bon, on salue Coralie David qui n'est pas là avec nous, mais qu'on salue Bien fort. très humblement. On est là pour parler de Monster Heart. Voilà. Donc, comme j'ai dit au début, Monster Heart, c'est un jeu. Le financement, il a commencé. Il n'a pas commencé. Ouais, il s'est terminé il y a à peu près un an, hein, que je dise pas de bêtises. Oui, le financement a eu lieu il y a un an. Le financement, voilà. C'était l'année dernière, quoi. Ah, déjà. Et surtout, le jeu est arrivé chez Souscripteur, là, et il est arrivé en boutique. Donc, c'est l'occasion de reparler un petit peu maintenant, peut-être un petit peu à froid, on va dire, de ce jeu. Voilà, parce qu'il y a pu, pour vous, la frénésie de suivre un financement participatif en même temps que faire les interviews. C'est un boulot monstre. Je l'ai fait une fois dans ma vie, plus jamais je veux faire ça. C'est un cauchemar. C'est intense, ouais, c'est assez intense. C'est horrible. C'est horrible. Il faut répondre à toutes les questions, tout vérifier en continu. Vérifier qu'il n'y a pas un seul bug sur la page de financement. Voilà. Mais bon. Donc, parlons justement de ce jeu, Monster Heart. En plus, moi et Mathieu, on va pouvoir aussi vous en parler parce que on l'a lu. Moi, parce que j'ai pledgé. Exactement. Et Mathieu, il l'a lu, et c'est même tout frais. Hein, quand on dit Oui. c'est tout frais. C'est tout frais cette semaine, du coup. Donc c'est très super, enfin super lecture, mais on va y revenir. On va y revenir, voilà. Je m'emballe. Donc, Monster Heart, comment on pourrait présenter le jeu à quelqu'un qui ne le connaît pas, qui n'en a jamais entendu parler? D'accord. Il y a plusieurs façons. La première, c'est de prendre bêtement, je vais dire, ce qui est écrit sur le 4e de couverture ou sur l'intro. C'est-à-dire que c'est un jeu où on joue la vie compliquée d'adolescents qui sont aussi de lycéens en fait, qui sont aussi des monstres. Par monstres, on entend des vrais monstres, hein, des vampires, des loups-garous, des fées, des sorcières, ce genre de trucs. Et en fait, ils vont devoir gérer plein de choses un petit peu compliquées. Les relations au sein du lycée, avec leur famille, avec les adultes. Le fait que leur corps change. Alors, à la fois parce que c'est l'adolescence et parce que potentiellement ce sont des loups-garous. Clairement, il y en a un qui est la métaphore de l'autre. Je vous laisse deviner dans quel sens ça va. Ouais. Et si on essaye de le placer un peu par rapport aux autres jeux qui peuvent exister sur ces thèmes, on va être proche de l'horreur, les films d'horreur qu'on trouve dans des lycées. On va être proche de ce qu'on appelle l'urban fantasy. Et c'est un jeu qui est très centré autour du drama et de ce qui est appelé dans le livre le contenu queer. Donc jouer, alors déjà aborder ce genre de problématique en jeu si on le souhaite. On n'est forcé à rien dans le jeu. Mais aussi jouer un personnage qui potentiellement va nous échapper. Parce qu'on ne va pas tout décider pour lui, parce qu'il va être dans des situations où il va falloir réagir, parce que des fois, comme on peut avoir l'impression parfois à l'adolescence, il n'y a pas de bonne solution, ce qui compte c'est d'en prendre une en fait, c'est pas de subir.
ce genre de choses. Donc c'est un jeu qui a vraiment plein de facettes. Si on devait le résumer rapidement, ce que je n'ai absolument pas fait, un jeu où on joue des lycéens qui sont des adolescents monstrueux. Ok, C'est une super phrase d'accroche. tout à fait. Moi, j'achète. Merci parce qu'elle est pas Ah ouais, loin. carrément. C'est ce que j'ai fait, d'ailleurs, j'ai acheté. Voilà. Très bien. À noter qu'il s'agit là, on parle de Monster, donc on a eu la présentation. Il s'agit là de la deuxième édition, parce que la première édition, elle est sortie en 2013 en France. Hein. En France, aux Ouais, c'est ça. États-Unis, je ne sais plus à peu près en quelle année elle est L'année sortie. d'avant, 2012. 2012. Ah oui, la traduction était. Et c'était chez la La boîte à eux. La boîte à eux, C'est ça. oui. Oh, wow. Ça ramène quelques années en arrière, tout ça. Clairement. Clairement. Du coup, Mathieu, je te laisse Ouais. embrayer. Bah, t'as évoqué un aspect du jeu qui, moi, m'a particulièrement touché dans la lecture et dans l'approche du jeu. C'est ce fameux contenu queer qui est présent dans le jeu. Donc, comme tu dis, qui n'est pas obligatoire, on ne met pas sur des rails et compagnie. Mais je trouve ça hyper bien amené, en fait, dans le bouquin. Je trouve ça amené de manière pertinente et compagnie, de s'ouvrir au LGBTQIA+, et à tous ces questionnements qu'on peut avoir à l'adolescence sur soi-même, sur les autres et tout ça. Du coup, j'ai une question qui m'est venue à l'esprit en lisant le livre, c'est est-ce qu'il y a une volonté, entre guillemets, militante de mettre en avant et de travailler sur un jeu pareil? Est-ce que c'est une volonté de peut-être mettre un peu plus de possibilités queer dans le jeu de rôle via un bouquin comme ça, en disant c'est faisable, il n'y a aucune obligation, mais on peut travailler là-dessus, ça peut amener des réactions de la part des joueurs, être un moteur narratif et pas forcément quelque chose de très politisé qui vient s'incorporer au milieu parce que sous couvert d'une potentielle propagande ou quoi que les discours peuvent être utilisés. D'accord. Alors, le jeu, il a été fait par une autrice trans. Et D'accord. ce jeu et les évolutions du jeu et le fait qu'il y ait plusieurs éditions, en fait, c'est indissociable de son propre parcours. OK. Dans le volume 2, alors on en parlera peut-être plus tard, mais on a traduit les notes de conception en fait, de l'autrice et elle explique très clairement. Elle explique notamment ses liens avec un cinéma alors queer, mais je vais sans doute souvent dire le mot queer, hein, mais on va dire un type ou un sous-type de cinéma queer qui lui parlait, qui étaient ses références. Il y avait aussi des réactions à certains comportements qu'elle avait pu constater par rapport au film Twilight, par exemple, Mmh. qu'elle voulait pas forcément. Elle disait pas forcément que ce film était d'une qualité phénoménale. Par contre, elle comprenait pas pourquoi ce film s'en prenait plein la tronche, alors qu'il y avait plein d'autres adaptations aussi pourries, qui elle passaient crème, en fait. Et donc, elle imaginait que c'était parce que c'était un truc. Alors, ce ne sont pas ces termes, hein, ce sont les miens de fille, et que c'est pour ça qu'il y avait autant de retours négatifs. Donc, elle a fait un peu parce que ça l'a énervé, en fait, un jeu typé Twilight. Et tout ça s'est mélangé. Donc, il n'y a pas une raison, il y en a plein. Dans ses notes de conception, elle dit en gros qu'elle ne sait pas où démarrer. Et elle commence par donner plein de points de départ pour elle de Monster Heart, en fonction de son expérience rôliste, en fonction de son expérience plus personnelle, en fonction des retours sur ce film. Il y en a plein d'autres. Donc, cette volonté-là, elle est très claire chez l'autrice. OK. Pour nous, on ne peut pas dire que ça nous déplaît, quoi. On ne va pas se mentir. Par contre, ce jeu, en fait, je sais pas dire, comment dire ça, notre contact avec ce jeu vient pas forcément de là. En fait, moi, je suis fan de ce jeu depuis avant la première édition. Il y a, avant la première édition en français. Hein. Je l'ai découvert comme tout le monde. Je l'ai pas découvert en avant-première, c'est ça, pardon, que je veux dire. Et moi, ce jeu, il me parlait, en fait, parce que, alors, sans donner de détails, moi, je suis pas spécialement queer, moi, je veux dire, au cas où ça intéresse du monde, j'ai une sexualité de grand-père, quoi, tu vois,
je suis on ne peut plus classique. Mais je ressentais des choses que j'avais vécues parce que je me suis pris d'autres trucs dans la tronche quand j'étais gamin, quoi. Sans rentrer trop dans les détails, ça m'est arrivé qu'on me jette des pierres à la figure parce qu'on me pensait d'une certaine ethnie, des choses comme ça. Ça me pense, enfin, d'autres trucs me sont arrivés. J'ai déjà eu à courir pour pas me faire casser la figure parce qu'on me pensait arme. Alors que pour le coup, je suis un pur produit du Pays Basque, mais peu importe. Il y a eu d'autres choses. Alors par rapport à mon poids, moi ça m'évoquait plein de choses et j'étais très surpris de la façon dont ce jeu les retranscrivait. Donc moi au départ ce jeu il m'a plu énormément, mais pas forcément par l'aspect queer parce que de par mon expérience personnelle ça me parlait moins. Mais oui, bien sûr, tout ça nous intéressait. L'autre truc, moi, qui me fascinait, c'était en tant qu'auteur de jeu, ce jeu, donc, c'est un hack d'Apocalypse World. Donc, c'est une adaptation d'Apocalypse World. Et du point de vue des règles, si on n'est pas un spécialiste des jeux tirés d'Apocalypse World, il n'y a pas grand-chose qui change. Enfin, l'univers change, les types de personnages, mais techniquement, c'est quand même essentiellement proche. Et pourtant, le peu de changement qui a été fait que vraiment, ces deux jeux, on ne va pas du tout y jouer de la même façon. Et on ne va pas ressentir les mêmes choses en jouant. On ne va pas sentir les mêmes doutes. Ça ne va pas être aussi émotionnel dans un cas que dans l'autre. Et ça me fascinait. En tant que joueur, ça me fascinait parce que ce que je ressentais en jouant. Et en tant qu'auteur de jeu, ça me fascinait par comment des changements que je jugeais assez minimes faisaient une telle différence. Et alors, aujourd'hui, après quasiment 15 ans de jeux héritiers de l'Apocalypse et de choses comme ça, ces différences, elles sont plus marquantes parce qu'on a appris à les regarder. On a vu plein d'autres jeux sortis sur ce genre de système. Mais à l'époque, ça paraissait pas énorme comme différence. Et j'en fais peut-être des caisses, mais c'est en fait parce que c'est un de mes jeux préférés depuis très très longtemps. Et ça l'est peut-être d'autant plus, on en parlait avant, parce que c'est un jeu pour lequel moi je ne m'attendais pas du tout à ressentir ça. On m'en avait parlé comme d'un jeu sur la Bitlit. La Bitlit, j'en avais jamais lu de ma vie. Une espèce d'adaptation de Buffy, ce qui à mon avis est que partiellement vrai. Moi j'ai découvert Buffy parce que j'ai joué à Monster Heart et pas l'inverse en fait. Je connaissais bien sûr Buffy, mais ça me parlait pas. Et il a fallu que je regarde Monster Heart, que j'en parle avec des amis de cette série pour me mettre à Buffy, en fait. Donc, voilà, il y a énormément de choses dans ce jeu, et c'est pour ça que je l'aime, quoi. Voilà. Au final, il y a un côté très cathartique, en fait, dans le jeu où on va amener, pour un adulte, on va amener, entre guillemets, «sa propre expérience de l'adolescence» pour alimenter le jeu et peut-être parfois même se retrouver face à des choses auxquelles on n'a pas repensé, depuis l'adolescence. C'est vrai qu'à la lecture, il y a ce truc-là, qui transparaît énormément et même sur le alors je suis pas un spécialiste des systèmes de jeu et tout ça, mais, quand on lit le bouquin et qu'on voit l'approche mécanique du jeu, il y a un truc très, moi je l'ai ressenti très smooth, très, les dés ils sont pas là pour, comment dire? Pour te faire du mal, comme on peut avoir sur, Donjons& et Dragons par exemple, basique, où on a besoin d'un résultat chiffré, précis, ou là c'est une espèce de direction qui va être donnée au final à ce que le joueur va ressentir, ce que le personnage va ressentir et ce que ça va déclencher dans la situation, dans la scène dans laquelle on est et je trouvais ça très fort en fait. C'est là-dessus où j'ai vraiment été assez, vraiment surpris et en bien quoi, de me dire: «Mais merde, on peut, mettre des thématiques, très fortes de l'adolescence là-dedans et revivre ça». Alors c'est pas forcément toujours des bonnes idées selon les événements, mais il y a un truc de comme si on avait la possibilité de rejouer des scènes en fait et de changer le cours des choses.
Alors, clairement, adolescent, j'avais pas envie de me transformer en loup-garou, hein, que les choses soient claires, même si cette Ah oui, c'est trop cool, barbe, ouais, ouais, mais c'est maintenant que je le fais, j'ai plus de d'accord. barbe maintenant qu'avant, mais voilà, il y a ce truc-là, excusez-moi. J'ai ma femme qui est derrière l'écran et qui me regarde en mode: Voilà, bref, mais du coup, voilà, c'est vrai que ça m'a vachement surpris de me dire, frontalement, on a ces thématiques-là, on a ce truc de l'adolescence qui est quand même un événement, dans nos vies à tous qui prend de la place et qui est, extrêmement chamboulé et qui est fort en émotions dans tous les sens et d'avoir un jeu qui tourne autour de ça comme ça. Alors effectivement, le côté Buffy, moi j'ai vu que c'était une inspiration, mais j'ai pas vraiment vu. Je suis pas un expert de Buffy non plus, mais c'est pas quelque chose qui m'a vraiment, marqué à la lecture du jeu. Donc après, Alors, je voudrais, pardon, juste faire une je t'en précision prie. sur un point, parce qu'il y a souvent une incompréhension par rapport à ce jeu, et puis après je reviendrai un peu sur Buffy. Le premier point, c'est que, ce n'est pas un jeu où on est obligé de revivre ses traumas. C'est pas une Oui. séance de psy et c'est pas, heu, comment dire? Le but, c'est pas forcément, c'est pas de se faire du mal, en gros. On joue dans un genre donné, qui est, l'horreur adolescente, en gros. Mmh mh. Il y a clairement des mécaniques qui poussent des problématiques queer et je veux dire, il faut pas se cacher derrière son petit doigt, ça fait partie du jeu, quoi. Pour autant, le jeu est pas là pour traumatiser les gens, il est pas là pour leur faire revivre leur passé, tout ça. Par contre, le jeu, il apporte des thématiques qu'on n'a pas l'habitude de voir et il propose de jouer avec dans, on va dire, un environnement, contrôlé. Donc via des techniques, j'ai des techniques de sécurité émotionnelle, mais pas forcément que celles auxquelles on pense. C'est-à-dire pas que les histoires de cartes X et tout ça, mais ne serait-ce que choisir les types de personnages qu'on met en jeu. Chaque type de personnage, il y a des problématiques qui lui sont liées et si par exemple, il y a un personnage qui vous gêne, bah, vous le mettez pas et comme les personnages sont, ça a l'air un peu bateau, on prend un monstre dans un sens et enfin, on prend, je sais pas, un loup-garou, un vampire, ça a l'air super classique, sauf que les loups-garous, les vampires, comme tout le reste, sont des métaphores des problèmes adolescents et Mmh. qu'on voit si le problème en question nous parle ou nous parle pas. Est-ce qu'on est prêt à voir ça à la table? Moi, par exemple, il y a un type de personnage que je ne mets quasiment jamais, c'est le mortel. Parce que ça traite on va dire on peut aller vers des relations, très malsaines, type violence conjugale et tout ça si on va loin, mais je veux dire, c'est même pas de la codépendance, c'est vraiment de la dépendance, des choses comme ça alors je parle pas de dépendance chimique, hein, je parle de dépendance affective, qui vont très loin et moi je suis mal à l'aise avec ça. Donc typiquement ce personnage je le propose pas. Enfin je le propose pas. Quand je fais des démos, je peux le mettre mais voilà, je vois si les gens sont motivés. S'ils sont pas motivés, j'ai plutôt tendance à ne pas le proposer ou l'enlever. Mais voilà, l'idée, c'est plus qu'on va s'en servir. On va se servir de ces problématiques pour jouer, mais on va pas faire une séance de psy. Mmh mh. Hem, Là encore, si je le précise, c'est parce il y a souvent des incompréhensions par rapport à ça et on a des gens qui nous ont contactés pour s'en servir on va dire dans des contextes, psy, Mmh. avec des adolescents et nous on dit: «Voilà, nous on n'a pas les compétences pour savoir». On sait que nous, on joue pas aux apprentis sorciers avec ça, en fait, tant coraliquement. Si les gens qui veulent le faire sont des pros et qui font ça dans le cadre, nous on les prévient parce qu'on veut juste que ce soit clair pour eux, puis après ils font ce qu'ils veulent. Mais nous, par exemple, on le conseille pas, enfin, moi j'ai pas envie je sais pas comment dire. J'ai pas envie de mettre le doigt sur le point qui est difficile pour mes camarades, en fait, c'est pas ce qui m'intéresse. Par contre, effectivement, faire du drama, prendre plaisir à jouer, voir des thématiques qu'on n'a pas l'habitude de voir, ça oui, carrément. Et sur l'histoire de Buffy, je pense qu'il y avait surtout, une différence entre 2013 et aujourd'hui, qui est que c'était un genre qu'on connaissait beaucoup moins. En tout cas, les rôlistes, typiques, on va dire. Et on n'avait pas grand-chose à quoi se rattacher à part justement, bah, peut-être le premier Twilight, heu
Et surtout Buffy, ce genre de choses. Buffy, il y a une dimension métaphore de l'adolescence par les monstres qui est, elle, dans Monster Heart. Et il y a une dimension qui est le monstre de la semaine, qui est très bien représenté dans un jeu qui s'appelle le monstre de la semaine, quoi. Oui. C'est... il y a d'autres aspects qu'on peut trouver ailleurs, mais vraiment, pour moi, si on met ces deux jeux ensemble, on a Buffy, quoi. Je suis carrément d'accord. Ça m'arrange plutôt. Ah, à ton service. Là, on a parlé rapidement, on a parlé pas rapidement, mais de Buffy. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on pourrait classer dans les inspirations, mais dans les autres œuvres qui pourraient servir à nourrir des parties ou une campagne de Monster Heart? Parce que Buffy, on y pense tous. C'est facile à trouver. Elle est sur je ne sais plus quelle plateforme actuellement. C'est très simple à trouver. Mais il y a quoi d'autre comme série ou livre ou BD, hein. Je pense aussi à toi, Mathieu, si tu as des idées là-dessus. C'est quand même lui notre spécialiste en bande dessinée. Hein. Donc, autant le mettre à contribution. À contribution. Jérôme l'a évoqué tout à l'heure, mais il y a toute la frange Beatlit et toute la période Twilight qui ont l'air d'avoir été des choses. Après, Jérôme saura sûrement plus que moi les œuvres entre guillemets précises qui ont pu amener ça. Alors, il va falloir que j'aille regarder mes notes parce que pour le coup, j'en ai. Moi, une des façons dont je bosse sur les jeux, c'est de m'abrutir de séries, de films, etc., jusqu'à baigner totalement dans ce contexte, quoi. Et alors, dans celles que je peux citer sans tout problème, on a des choses genre Jennifer's Body, Carrie, qui sont des thématiques très classiques. Carrie, plutôt l'original, hein, si vous avez le choix. Oui. Dans les séries, alors, même si c'est pas tout à fait ces thèmes-là, je trouve que la série Misfits marche extrêmement bien. Les personnages principaux sont un peu plus âgés, ils sont pas dans un contexte exactement scolaire, mais dans un contexte qui ressemble un peu. Et ce sont des super-héros plutôt que des monstres. Mais il y en a clairement qui sont un peu des monstres quand même. Oui. Oui, on a quand même une grosse notion super vilain pour faire opposition à un super-héros. Et effectivement, maintenant que tu le dis... Misfits, pour moi, c'est vraiment... on a vraiment plein de choses qui tournent, qui sont proches de Monster Heart. Après, on va tomber sur des séries comme Riverdale, qui, pour ma part, sont très dures à assumer, mais qui, au moins sur les premières saisons, oui, on est là-dedans, quoi. On est là-dedans. D'ailleurs, il y a un personnage qui est disponible gratuitement en anglais, qui sera dans le volume 2 en français, pour la trad, et qu'on mettra dispo aussi sur le site, hein, mais une fois que le bouquin sera sorti, qui est le Cerbère, je crois, et qui est en fait inspiré d'un des personnages de Riverdale. Après, je parlais de Jennifer Body, de Carrie, Ginger Snaps qui va avec, Dangereuse Alliance, pour citer vraiment les classiques, et après, sincèrement, des séries d'adolescents plus ou moins horrifiques. Vous allumez Netflix, vous en avez même trop, quoi. Oui, c'est vrai. Oui, après, ça va me revenir, je vais aller chercher dans mes notes, je vais en trouver, mais est-ce que des séries comme 4 heures, je pense qu'il vaut mieux que non, mais des séries comme Vampire Diaries, des True Blood, des trucs comme ça, est-ce que ça fait partie des choses vers lesquelles on peut aller, même si c'est pas forcément des lycéens ou des lycéennes? Alors, Vampire Diaries, c'est clairement une des aspis de l'autrice. Elle en parle pareil dans ses notes de conception. Et pour elle, il y avait un truc qui l'a fasciné dans Vampire Diaries, c'est qu'en fait, ça allait droit au but. Les persos n'étaient pas forcément géniaux. Alors, j'ai pas vu la série, hein. J'ai juste regardé une partie du premier épisode pour m'assurer de la trad d'un passage, parce que je savais pas si le personnage s'appelait pareil en VF, ce genre de truc.
mais elle trouvait que ça allait vite et qu'en fait, on ne perdait pas de temps sur des grands mystères, etc. Et que ça donnait un aspect donc feuilletonnant qui était très intense et qu'il fallait, pour elle, avoir la même chose dans les parties. Elle cite l'exemple d'un personnage, je crois que c'est un personnage qui s'appelle Bonnie, qui est genre la meilleure amie de l'héroïne, si je me souviens bien. Peut-être que Bonnie, c'est l'héroïne. Sincèrement, je ne connais pas la série, donc je ne veux pas dire de bêtises. Et la première chose qu'on voit d'elle, elle est dans sa voiture, et il y a une voix off qui est sans doute elle qui pense, qui explique qu'elle est médium et qu'elle a des ancêtres, genre sorcière. Et voilà, on l'a vu 10 secondes, quoi. Et on sait déjà ce qu'elle est. Ah, quelqu'un précise que c'est la meilleure amie de l'héroïne. Exactement, on a un chat incroyable. Donc voilà, moi pardon, il y a une série, j'ai oublié de citer, qui est en plus pour moi celle que je conseille tout le temps d'habitude, c'est la série Teen Wolf, ça vous parle? Oui. Qui est vraiment... sincèrement, moi, si je devais en conseiller une, je conseillerais celle-là. On a vraiment les personnages au lycée, les problèmes amoureux, ça commence très vite. Alors, je trouve que la série se perd sur la fin, mais peut-être que juste que j'ai grandi au milieu. Et on a ces problèmes de monstres. Je crois que c'est dès le premier scénario, le personnage principal se fait mordre par un loup, devient loup-garou, ça complique un peu les choses. Il tombe amoureux de la nouvelle du lycée, qui vient d'une famille de chasseurs de loups-garous. Et puis voilà, on est lancé, quoi. Rapide, efficace. Des billettes et des balles en argent. Ok. Ça me va. Ok, bah, ça fait pas mal de Alors, petites c'est hors de question que j'assume Riverdale. Mais oui. Bah, ça fait une belle liste d'inspi. J'espère que vous avez pris des notes, les gens. En tout cas, moi, j'en ai pris quelques-unes. Oh, je ne promets pas tout regarder. Hein. Là, je suis encore. C'est la troisième fois que je revois Buffy, une chose à la fois. Voilà. Un peu de temps. Oui, comme tu nous dis, Arsène, un monstre qui tombe amoureux d'une personne dans un clan. C'est un classique, oui. Alors oui, mais ils sont tellement beaux que ça passe. Eh oui. À cet âge-là, ça passe. Bon. On a vu ça. Donc, on a parlé des inspirations. Il y en a eu pas mal. Que j'aime beaucoup. Et j'aime bien faire une liste des inspirations parce que pour moi, commencer un jeu de rôle sans connaître les inspi qui vont avec, j'ai du mal à me projeter vraiment dedans. Donc là, merci pour ce panorama bien complet. On a vu les différents outils du jeu et tout. Peut-être parler un petit peu de l'ancien financement. Hein, voilà, si ça te va. Bien sûr. Voilà, on va dire l'ancien financement, c'était il y a 1 an, donc voilà, c'est bon. Est-ce que, on va commencer directement, est-ce que, selon toi et Coralie, David, qui n'est pas là, est-ce que pour vous c'est un succès ce financement? Voilà, maintenant, à froid, Alors, 1 an après. En termes de financement, oui. Oui. En termes de gestion derrière, non, puisqu'on a été en retard. Mais sur l'accueil, on va dire, oui, c'était un énorme succès. Alors, il faut se rendre compte que la première édition de Monster Heart, le tirage, il était je crois, de 500 exemplaires, un truc comme ça. Ah oui. Que les derniers, en fait, à un moment, on a racheté les stocks de la boîte à eux et on a donné des jeux. C'était dans le cadre d'un financement participatif qu'on a fait sur nos recueils Sortir de l'auberge, qui était en 2016, je crois. Enfin, je crois que c'est terminé en janvier 2016. Je crois que c'est ça. Et Ouais. dans ce financement participatif, puisque voilà, on avait l'opportunité, la boîte à eux, c'était Ludovic qui gérait la boîte à eux, habitait à Toulouse à l'époque, on se connaissait bien et tout ça. Donc il a, on a donné en fait les derniers Monster Heart, vraiment. Et on a même des gens qui nous envoyaient des mails pour râler parce qu'ils ne voulaient pas ce jeu-là. Et moi, ça me faisait bizarre parce que je suis super fan des jeux, mais c'était un peu compliqué. Donc, on voulait sortir ce jeu parce qu'on est amoureux de ce jeu, mais on se disait sincèrement que ça allait être très compliqué, quoi. Et je me souviens avoir dit à Coralie avant que le financement commence que si on faisait la moitié de ce qu'on a obtenu,
c'était déjà impensable pour moi. Donc, de ce point de vue-là, on est très, très content. On a été très content de voir aussi l'accueil, c'est-à-dire pour une fois, ce qu'on avait fait, c'est on a dit, la plupart des gens qui voulaient en parler, qui étaient des médias, on va dire, de façon générale, on leur a dit, si ça vous intéresse, vous nous demandez, et on vous file un exemplaire, enfin un PDF, et puis vous en parlez, c'est chouette. Et on a été vachement surpris par l'engouement. On a été vachement crevés par le fait de passer partout aussi, mais c'était chouette, quoi. C'était la bonne fatigue. On a même un peu filtré à un moment parce qu'on s'est dit ça va pas être possible, quoi. Et tout ça nous a rassurés sur l'engouement de ce jeu, sans doute parce que 10 ans avaient passé par rapport à la V1 en français. Oui. Mais oui, ça nous a très agréablement surpris. Après, voilà, on pense que ça va être très dur commercialement pour ce jeu sur le long terme, parce qu'on pense que c'est une niche de rôlistes. Mais on veut que ce jeu existe en français, en fait. Nous, on a passé des super moments, on a joué je sais pas combien de campagnes dessus. Le week-end dernier, je faisais jouer un jeu qui est un proto d'un de nos prochains jeux probables, on va dire. Et c'était avec un groupe d'anciens potes qui avaient tous joué à notre campagne de Monster Heart à l'époque. Et un pote qui n'était pas là parce qu'il n'était pas sur la ville à ce moment-là, quoi. Et en fait, ils lui ont tous raconté la campagne en question. Ce qui l'a peut-être fait chier, j'en sais rien, il a eu la gentillesse de ne pas le dire. En tout cas. Et j'étais surpris d'à quel point ça avait marqué les joueurs et à quel point en fait ça m'avait marqué aussi, quoi. Donc on veut que ce jeu existe. Et donc voilà, on sait pas ce que ça va donner, on sait pas, ce sera pas un blockbuster, c'est pas grave. On veut qu'il soit là, en fait. On veut que quand des gens se posent la question, ou quand ils rentrent dans une boutique, ils puissent le trouver. Et puis le reste, on est déjà content qu'il existe, quoi. Parce que là, voilà, c'est le financement, donc c'était pour 2 ouvrages. Donc le premier, il était livré il y a déjà un petit moment. Le deuxième, il arrive. D'ailleurs, j'ai vu qu'aujourd'hui, il y avait eu la news pour nous dire que vous établiez avant Noël pour la livraison. Ouais, tout à fait. Il y a un troisième ouvrage. En fait, avec l'écran, il y a une... Oui, c'est vrai qu'il y a le cadre avec. Ouais, c'est ça, mais qui est un livret... je crois qu'il fait 160 pages, un truc comme ça. Enfin, je me souviens plus exactement. C'est ça. Oui. Mais oui, c'était... Enfin, pardon, excuse-moi, j'ai oublié la question. Oui. Je me suis perdu. Je t'ai vu faire des grimaces et... Désolé, mais il faut jamais me regarder. Non, c'était... On parlait de l'avancement. Comme ça, on disait un premier ouvrage qui est déjà sorti, un deuxième là, le troisième, donc Blood of Misty Arbor, qui est sorti avec l'écran aussi. Ouais. Donc ça, c'est bon. 2, donc, on prévoit pour les fêtes, comme tu disais, pour les fêtes, pour les souscripteurs. Selon quand ça arrive, en gros, si c'est trop près de Noël, on le sortira pas en boutique pour Noël parce que ce serait du suicide, quoi. Mais on le sortira au début de l'année. Oui. Mais voilà, on est à peu près sur ce timing-là, quoi. Bon, ça fait plaisir parce que j'avoue que le tome 2, je l'attends avec impatience. Nous aussi, même si je devrais pas dire ça. Oui. D'ailleurs, petite question, vous êtes combien à travailler dessus ? Il y a toi et Coralie, c'est tout ? Vous êtes que 2 à travailler sur cette gamme ? Alors non, on a des traducteurs sur la première... sur le volume 1, pardon. C'est Lentono qui a fait la traduction. Sur Blood of Misty Arbor, on a repris la traduction de Jérôme Isnard, qui aujourd'hui gère le projet Pénombre, ça vous parle ? Je ne sais pas si vous l'avez déjà reçu. Oui. Qui avait fait la traduction sur la première édition de Blood of Misty Arbor. Alors on a un peu retravaillé, mais la base c'est quand même essentiellement lui. Sur l'écriture du volume 2, c'est essentiellement Coralie et moi pour la créa,
et on a de la traduction de textes qui étaient déjà parus en anglais et de textes de l'autrice. Donc, je parlais de ses notes de conception, de quelques mues, etc. Donc, il y a tout cet aspect-là. Et puis après, il y a les illustrations. Et sur les illustrations, on a travaillé avec plusieurs personnes. Fabrice Hou, sur le volume 1. On a... alors, je ne peux pas tous les citer, mais en fait, des étudiants de l'école de l'EIMA, qui est donc l'école internationale du manga et d'animation, qui est une école toulousaine, en fait, qui était touchée par le jeu et certaines de ses problématiques. Et ouais, donc en fait, voilà, même si, effectivement, comme c'est nous qui parlons, on a tendance à se focaliser sur nous, mais on est quelques-uns derrière, quoi. Bon, ça fait une belle équipe, tout ça. Oui. On est content. Je sais pas quoi. Voilà, c'est bientôt fini. Vous allez bientôt pouvoir terminer le projet et souffler. Et du coup, j'ai une petite question, parce que là, le jeu, enfin le livre 1 avec l'écran est en boutique depuis quelque temps. Est-ce que vous avez eu des retours de joueurs après leur découverte du jeu, après potentiellement les premières parties, premières campagnes qu'ils aient pu faire? Est-ce qu'il y a eu des retours de joueurs Alors, par des rapport à ça, retours quoi? de première partie, j'en ai eu très peu. Il y en a eu un peu sur... j'en ai vu sur le forum Cassius No de personnes qui jouaient justement Blood of Mr. donc le cadre ou la mini-série qui va avec l'écran. Parce que, sincèrement, il était un peu passé inaperçu en V1, pour être tout à fait honnête. Donc des retours plutôt agréables pour le coup. On a eu des retours de gens qui ont été, comment dire, émus par le jeu, on va le dire comme ça. Mais qui n'étaient pas forcément des retours de jeu directement, pas des retours de partie, quoi. Après, D'accord. le tome 2, enfin le tome 1, pardon, est sorti il y a 10 jours, je crois, en boutique. C'est ça. OK, Et d'accord. on n'a pas encore communiqué dessus. Je crois que la première fois, on a dit qu'il était sorti, c'était cet après-midi. Donc, D'accord. on va le faire petit à petit. On prévoit aussi de continuer à faire du contenu. Alors, ça fait un peu bizarre, parce que c'est du contenu qui est du contenu gratuit, qui est souvent en une page, donc qui a l'air de rien, mais que nous, on trouve très pratique pour le jeu. Par exemple, cet après-midi, on parlait des villes prêtes à jouer, donc le small town en anglais, qui sont des cadres, entre guillemets, pour se lancer. Ça fait une page. Et on en a produit quelques-uns. Pour l'instant, il y en a 3, je pense, qui sont sur le site. Un sur un village au Japon. C'est une histoire de légende urbaine réelle, en fait. Et on joue les descendants donc les enfants, quoi, d'un village maudit qui a été recouvert par une réserve d'eau d'un barrage, pour faire simple. Si vous connaissez un film qui s'appelle, je crois que c'est Inunaki, c'est un film d'horreur sur le sujet. Ça parle de cette légende-là. Elle a été aussi utilisée dans plein d'autres endroits, enfin c'est une légende assez connue. On a un autre qui se passe en Alaska, sur le lycée réel, hein, le plus au nord des États-Unis. Et en fait, au-delà du cercle polaire, si vous avez vu la 4e saison de True Detective ou 30 jours de nuit, c'est l'endroit où se passe l'action, en fait. Enfin, dans True Detective, c'est une cité, c'est une ville fictive, mais elle est très inspirée, en fait, par cet endroit-là. Et le dernier, c'est une petite ville des États-Unis qui s'appelle Indiana, qui est en Pennsylvanie. Ça peut être un peu confusant avec le fait que ce soit le nom d'un autre État. Qui est une cité où il y a... qui est une petite ville où il y a genre 12 000 habitants, je crois. Et sur cette cité, sur cette ville, il y a un campus qui fait à peu près autant d'étudiants que ça, en fait. Ils doivent en faire 10 000, quoi. Et du coup, c'est un cas de jeu où les lycéens, ils sont sur le campus de la fac, où ils sont tout le temps entourés d'adultes, où ils trouvent les étudiants super trop cool. Et en fait, c'est pas forcément toujours une bonne idée.
Donc voilà, du matos comme ça, on essaye d'en faire. On va essayer d'en produire. On a un petit peu de côté parce qu'on pense que ça fait vivre le jeu et on pense que c'est des façons très différentes de s'approprier le jeu. Nous, on a la chance d'y avoir beaucoup joué, donc on peut facilement produire ce genre de contenu. Mais du coup, voilà, ça c'est de la création à vous, Ouais, c'est des dans bonus. l'univers du jeu. Voilà. Mais c'est pas de la traduction de trucs qui sont sortis aux US, supplémentaires que vous avez, voilà. OK. On en Ouais, vous avez aura quand même une 2, je bonne pense, création. qui ont été traduits, enfin de ce type de jeu précis. On aura 2, je crois, dans le volume 2. Je peux me tromper sur le nombre, mais il me semble que c'est ça. Qui là sont dans notre auteur. Ok. OK. Bon, j'avoue que le cadre en Alaska, là, dans une petite ville perdue, si c'est celle, ok, voilà. Ouais, Moi, c'est j'avoue clair. que moi, ça me parle. Moi, je lance la campagne de suite. Hein. Eh ben, je t'encourage à le faire. Ah bah, il y a une table montpelliéraine qui va tester, là. Ouais, carrément, faut qu'on teste. Voilà. Vous me direz comment ça s'est passé. Tout à fait. Carrément. Akibi qui nous dit qu'il avait une boutique à Paris qu'il l'avait, c'était il y a un mois. Où il a dû recevoir les Pledge Boutique. C'est les exemplaires. Voilà. Ça, c'est une bonne boutique. Allez-y. C'est peut-être un peu tôt, vu que c'est sorti il n'y a que 10 jours en boutique, mais niveau implantation, tu as une petite idée de comment ça se passe? On a eu des premiers chiffres qui étaient, je sais pas comment dire, qui étaient raisonnablement faibles. Ce que je veux dire pour là, c'est que c'est pas du tout une catastrophe ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est un jeu de niche, comme on disait tout à l'heure. Oui. Donc c'est évident que par rapport à nos recueils, par exemple, qui parlent à tous les MJ, entre guillemets, enfin tous les MJ qui le veulent bien, on est sur un nombre de lecteurs potentiels qui est vraiment beaucoup plus réduit, quoi. Même par rapport à Falkenstein, par exemple. On tape forcément pas du tout sur les... on table, pardon, je dis tape. On table pas du tout sur les mêmes, je veux dire, espoirs de vente, quoi. Et en plus, bon... donc voilà, on est... sincèrement, on n'est pas mécontent, mais c'est plus faible que ceux dont on a l'habitude, mais on le savait, quoi. Oui. Après, il paraît qu'il se passe 2-3 trucs en ce moment au niveau du jeu de rôle et de l'économie de façon générale qui font que c'est un peu compliqué, mais je pense que j'apprends rien à personne, quoi. Non, c'est une période très compliquée, à beaucoup de niveaux. Mais bon, on rappelle, hein, il y a une boutique, cherchez-le, parce que c'est un pitch unique, en tout cas, c'est un pitch unique dans le paysage rôlistique français. Tout Donc, à si fait. vous voulez, les gens, si vous cherchez un jeu qui, on va dire, comme j'en parlais en off avant, pour moi, c'était le jeu le plus mature qu'on ait actuellement, selon moi, dans le public, pas dans notre paysage français. Et mature, pas dans le sens, c'est horrifique, gore à souhait, horrifico, méchant, tape dessus, ah mon Dieu, je vais hurler. Non, mature dans les thématiques et la façon de les aborder. Là-dessus. Tout en étant amusant, hein, quand même, attention. Oui. On vous parle de ça. Le but, c'est pas non plus de faire une partie où on va déprimer tout le temps et se prendre la tête. Attention. Hein. C'est un jeu particulier. Ouais. Non, voilà, c'est un cadre particulier. Voilà. On en fait ce qu'on veut, mais voilà, il y a un cadre très particulier. En tout cas, ça fait, pour moi, je trouve, j'ai envie de dire merci de réussir à avoir sorti un jeu pareil dans le paysage. On est, selon moi, un peu qui est vraiment trop surchargé on va dire, en production, on va dire quasiment à la hollywoodienne, en fait, depuis 4-5 ans. Oui, c'est un peu compliqué. Je pense que même avant, en fait, ça fait longtemps qu'on est sur un marché où il y a trop de production. Oui. On peut le tourner de plein de façons, en fait, mais c'est évident quand on regarde, qu'on compare il y a, je sais pas, même 10 ans. Oui, c'est ça. À part sur des jeux très très particuliers, on n'a pas un même engouement, on n'a pas une même production, par exemple des joueurs qui vont publier leur scénario ou faire ça. Ça, on le voit presque plus. Alors, il y a des jeux qui font ça, mais c'est vraiment très très peu par rapport à tout ce qui sort.
Voilà. C'est une certitude. Et d'un autre côté, aujourd'hui, c'est plus facile que jamais de sortir des jeux. On est souvent en contact avec des personnes qui veulent sortir leur jeu. Enfin, on fait des ateliers de game design vraiment orientés jeux de rôle, des choses comme ça à l'occasion. Et moi, je me vois pas dire à ces gens-là, ne sortez pas votre jeu, en fait. C'est évident que tous les jeux sont pas destinés à être publiés. C'est évident qu'on peut faire des jeux. Moi, la plupart des jeux que j'ai faits, en fait, ils sortiront jamais. Et ça me va très bien. Mais ça me va très bien aussi parce que j'ai eu la chance d'en faire un certain nombre avant. Donc, voilà, moi, par rapport à ça, je pense qu'économiquement, oui, il y a une surproduction. Et en même temps, comment dire qui a le droit d'être publié ou pas, en fait. Et là, moi, sincèrement, je ne sais pas faire. Enfin, je ne sais pas dire. D'un côté, on peut justifier que tel jeu énorme en super qualité, c'est abusé. Et puis on peut se dire, si on est fan du jeu, oui, c'est l'édition ultime que j'avais envie. Donc tout ça, moi, voilà, c'est des questions compliquées pour moi et je ne suis pas tout seul dans ma tête. Je n'ai pas trouvé la réponse, quoi. T'inquiète, je pense qu'on est. En fait, j'ai l'impression que personne n'a trouvé de réponse et pourtant on se creuse tous la tête sur ce sujet depuis un moment. C'est intéressant parce que ce discours-là que tu tiens sur le jeu de rôle et tout ça, c'est un discours qui est lié au monde du livre dans sa globalité, en fait. Ce problème de surproduction, de, entre guillemets, de facilité de publication, alors à proportion gardée, mais ces problématiques-là, elles sont très présentes en librairie, parce que surproduction, parce que contexte économique, plus compliqué, parce que d'année en année, on va avoir des nouveaux éditeurs qui vont apparaître, d'autres qui vont disparaître, des catalogues qui vont évoluer, qui vont changer, l'émergence de plein de jeunes auteurs qui veulent être publiés. Et c'est assez fou que de voir sur un microcosme qu'est le jeu de rôle, que ce schéma qu'on associe souvent à, par exemple, à la bande dessinée, qui est aussi un microcosme, à la bande dessinée ou à la littérature, surtout en pleine rentrée littéraire, de se dire merde, sur un petit milieu comme le jeu de rôle, d'avoir cette logique-là, ces mêmes mots dans la bouche d'éditeur, c'est quand même entre guillemets dommage. Et en même temps, c'est le monde du livre dans sa globalité, quoi. Et c'est même les industries culturelles dans leur globalité, quand on regarde le cinéma, quand on regarde même les spectacles, enfin à peu près tout en fait. Et on est, je veux dire, on est passé d'une économie où c'était ce genre de production était beaucoup plus rare à une où c'est pléthorique. Et encore une fois, il y a deux façons de le voir. Il y a la façon vieux gardien du temple, c'était mieux avant. Et puis il y a la façon de dire, il y a plein de gens qui se réalisent comme ça et c'est chouette. Et par exemple, moi je suis pas sûr que quand on sort son premier bouquin, le but soit d'en vendre des centaines. Enfin, si on le fait, tant mieux, hein, mais moi, sincèrement, la première fois que j'ai sorti un truc publié, le but, c'était de l'avoir sur mon étagère, quoi. C'était pardon, je vais dire un achievement, c'était ouais, en soi, quoi. Et après, oui, ça a plein d'impact. Quand on va chercher du côté des plateformes, par exemple, quand on regarde sur les films, c'est assez impressionnant. Un film, ça existe pendant le mois, en gros, avant sa sortie, plus en plaçant des trailers 6 mois à l'avance. Et une semaine après, ou 15 jours après, on n'en parle plus du tout. Ceux qui suivaient l'actualité sont allés les voir. Ceux qui, dans le métier de suivre l'actualité, ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et puis on passe au suivant. Avant, il y avait la sortie DVD, enfin tout ça, mais aujourd'hui, plus personne n'a rien à faire. On regarde sur des plateformes en fonction du rythme auquel sortent les plateformes. Et de toute manière, il y a tellement de trucs qui sortent qu'on n'a pas du tout. Enfin, je sais pas, moi, ça fait longtemps que je me suis pas dit tel film, je l'attends absolument et il faut vraiment que je le voie. Et si je le loupe, c'est une catastrophe, quoi. Alors que plus jeune, ça pouvait m'arriver, quoi. Donc voilà, ce constat, on le fait partout. Après, je pense qu'il y aura d'autres solutions qui seront trouvées, hein, qu'on trouvera d'autres façons de faire, mais
Comme je disais, moi, je les connais pas. On va voir. Ce qui est important, c'est que les gens trouvent des jeux pour eux. Ce qui est important, c'est que quelqu'un qui rentre dans une boutique ou qui va sur une boutique sur Internet ou peu importe la façon dont il est fait, s'il a besoin ou envie de quelque chose, il puisse trouver quelque chose qui lui correspond. Le reste, on trouvera des solutions. Ouais. C'est ça qui est bien aussi dans cette période, malgré tout, c'est que l'offre, en étant plus grosse, on a une plus grande diversité. La preuve avec un jeu comme Monster Hearts. Et c'est trop bien, parce que du coup, comme tu dis, oui, la personne qui a envie de trouver un jeu qui va lui correspondre tombe dessus et avoir une plus grande finesse dans la possibilité de ses choix, quoi. Donc c'est cool aussi. En tout cas, moi, j'en suis persuadé. Bien. Bien. T'as d'autres questions, Mathieu? Moi, non. Plus vraiment de questions. Plutôt nos chers téléspectateurs, j'allais dire. J'ai 60 ans. Mais plutôt aux personnes qui nous regardent, de jeter un coup d'œil et de se procurer ce bouquin, parce que vraiment, c'est une super expérience de lecture. Ça donne vraiment envie de tester ce jeu, et parce que c'est très très cool. Et je dis pas ça parce qu'on te reçoit et parce que tu m'as envoyé le bouquin, Ça me va machin. aussi, Non, hein, c'est vraiment très honnête, hein. J'ai passé un super moment à lire ça, et ça m'a pas mal fait. Enfin, j'étais très content de voir un jeu de rôle qui m'amène sur ces terrains-là, autant dans l'approche purement du jeu et de comment est-ce qu'on gère les personnages adolescents et tout ça. Et du coup, voilà. Donc, les gens, faut vraiment pas hésiter à aller jeter un coup d'œil à ce bouquin, à se le procurer, à jouer, parce que c'est trop cool. Et parlez-en autour de vous, faites des retours et tout ça, parce que c'est cool. C'est très très cool. Voilà. C'est tout. J'aurais pas grand-chose à redire à ça, hein. Pareil, un jeu que j'ai découvert, moi j'ai découvert avec la V1 à l'époque, hein, quand il est sorti, où je m'attendais limite à un monstre de la semaine, parce qu'on m'a dit, c'est inspiré de Buffy, donc je m'étais dit, allez, on va jouer des monstres, on va taper sur d'autres monstres, ça va être rigolo, pas prise de tête. J'ai pris une claque à la lecture, j'étais en mode, d'accord, ok, il existe des jeux qui permettent de faire ça. Bien. Moi, ça m'a ouvert l'esprit, on va dire, sur les possibilités que pouvait faire le jeu de rôle à ce moment-là. Dans ma tête, c'était... j'étais pas dans le Monstre Trésor encore, mais j'étais encore dans une... il y a un scénario, il y a un boss ou une menace, et une récompense à la fin. Et là, j'ai découvert autre chose. Donc, allez-y les gens, c'est en boutique. Donc, ça vient d'arriver en boutique, et je regarde rapidement, 40 € pour un beau pavé. Hein, voilà. D'ailleurs, j'adore toujours autant ce papier de vos bouquins. Ah oui. Oh, quel bonheur ce papier. C'est un plaisir. Entre ça, le bouquin, il est léger, il est robuste, et ce papier, je le kiffe sur toutes vos productions. Vous imprimez où? Je veux dire en Lituanie, comme la moitié des éditeurs de jeux de rôle français, quoi. Oui. En tout cas, voilà, moi je suis fan. Ah, je vois qu'on a une petite question de Fred. Voilà. Petite question, c'est quoi la différence entre Défiante, Vampire et Monster Hearts? On parle des thèmes, hein. Eh ben, il fallait venir pour le savoir. Alors, Défiante, c'est quoi Alors, Défiante, c'est un jeu qui... on est aussi dans l'urban fantasy, on est sur un autre thème. C'est plus... on n'est pas sur de la lutte de pouvoir, mais on va jouer des êtres un petit peu surnaturels qui... c'est un peu... protéger son domaine avec des luttes politiques et tout. Ça va rappeler un petit peu Vampire par certains côtés, mais c'est un jeu qui va arriver bientôt. Il y avait eu un Kickstart qui était sorti. Le Kickstart, il faisait pas loin de 200 pages déjà. C'est un truc de dingue. D'accord. Voilà, mais bref. On va se concentrer sur Vampire, qui est le plus connu. Voilà. Sur le domaine de l'urban fantasy. Sincèrement, Vampire, j'ai plus pratiqué. Ouais. Voilà. Alors, je suis en train de regarder en même temps. Ah oui, Défiante. Mais Défiante, il existe en français, non? Il n'avait pas été traduit par. Alors, si. Normalement, il y avait eu un financement pour Défiante. Alors, est-ce que... Je me souviens plus, ça date un petit peu, je suis désolé. Fin de semaine, excusez-moi les gens, ça tape un peu. On va retrouver les informations. Voilà. Donc, si tu veux parler de Vampire pendant que je... D'accord, pardon. Voilà. Vas-y. Oui. Je meuble. Donc, vas-y, merci.
La différence qu'il y a entre Vampire et Monster Heart, de mon point de vue, c'est que Vampire, tel qu'il est pratiqué, tel que la gamme s'est développée, en fait. Si on parle de Vampire V1 avec juste le bouquin de base, il y a plus de proximité, mais très vite le jeu est devenu autre chose. Et effectivement, on va se poser ça va beaucoup être centré autour de l'univers et autour des oppositions entre les sectes, en gros, de vampires, si on parle de la mascarade. Donc, entre, en gros, quelqu'un qui apporte l'ordre et la paix, mais qui est pas vraiment pour l'épanouissement des gens, on va le dire comme ça, qui est la Camarilla. On va avoir le sabbat qui va être assez nihiliste, on va dire, assez destructeur, et y compris pour soi, mais qui a été aussi à une époque libérateur. Et on va voir les anarches qui sont utilisés par tout le monde. Et donc, dans ce contexte-là, on va beaucoup jouer autour de ça. On va beaucoup jouer autour de qui est le prince de la ville, quelles sont les places. On va vouloir faire de la politique. C'est de la politique qui est très féodale, souvent. C'est-à-dire que c'est de la politique de celui qui a le plus gros score en puissance ou en célérité. Mais il y a plein d'aspects de ce type-là. On peut en faire de l'horreur, on peut en faire plein de choses, puisque c'est un monde à univers avant tout. Moi, tel que je l'ai pratiqué pendant des années, Vampire la Mascarade, c'était les premiers persos de l'horreur, et puis ensuite un jeu politique. Là, c'est pour Monster Heart, pour moi, c'est un jeu d'horreur sociale. On fait assez peu de la politique. Il y a une dimension, on parle avec les autres parce qu'il y a des dimensions sociales, c'est-à-dire que ce qui est très différent de plein d'autres jeux, c'est que si on n'est pas d'accord avec le vampire du coin, on va pas le buter, on va pas faire un complot contre lui. Là, on vit dans la même classe, on le voit tous les jours. C'est le premier truc qu'on fait en arrivant au lycée, pardon. Bah, c'est de faire l'appel avec lui, en fait, c'est de s'apercevoir qu'il est là. Dans Monster Heart, on peut se dévorer gentiment, mais c'est un jeu où il y a quelque chose qu'on voit quasiment jamais en jeu de rôle, c'est qu'on doit rester avec les gens qu'on n'aime pas et avec les gens qui ne nous aiment pas. On peut essayer de les convaincre, on peut essayer de faire des choses, et là, vraiment, la dimension, ça va plus tourner autour de est-ce que mon corps me trahit? Est-ce que mon cœur me trahit? Est-ce que je peux vivre avec ces gens-là autour de moi? On n'est pas du tout dans... Il y a effectivement un peu de proximité dans Vampire, on peut être trahi par sa soif, mais les logiques, les dynamiques vont être totalement différentes. Et bien sûr, les règles vont être différentes. Quelqu'un d'ailleurs nous a demandé de le préciser, donc c'est un jeu, il me semble qu'on l'avait fait au début, mais c'est un jeu propulsé par l'Apocalypse. Donc il y a un système qui a ses fans et ses détracteurs, quoi. Voilà, pardon, je pense du coup qu'on a répondu aux deux questions. Oui, voilà, Oui. les différences, oui, mais clairement. Clairement, parfait. En tout cas, merci pour ces précisions. Voilà, pour permettre d'y voir un peu plus clair pour ceux qui ne connaissent pas et qui pourraient être induits en erreur en ne sachant pas vers quoi se tourner. Donc, je regarde s'il y a eu d'autres questions. Ah oui, il y a eu une question d'Aranita au début, on a oublié. Hein. Là, la question de mardi, est-ce qu'on reçoit ce matin le lapin ou le marteau? C'est vrai qu'on n'a pas posé la question, on est désolé. Voilà. Parce que je suis obligé de faire les deux. Hein. Voilà. Il y en a un qui est plus facile que l'autre pour moi, c'est tout. Voilà, je regarde. Et du coup, de vous deux, c'est qui fait le 1D et c'est qui fait le 100? Ah. Oula. Moi, je vais faire le 100, tiens. Je fais le 1D du coup, hein, puisqu'il reste ça. C'est ça. Et du coup, Aranita s'en sort bien de ne pas être là. Hein. C'est ça. Elle fait le podcast, peut-être. Exact. Ah oui, c'est qu'il reste encore ça, tout à fait. Bon, j'ai l'impression qu'on a répondu à toutes les questions. Je regarde, il faut les redire toutes les conneries. Ah là là.
Bon, en tout cas, merci à toi d'avoir été là ce soir pour répondre à toutes nos questions, hein, Avec d'avoir plaisir. pu présenter Merci beaucoup. ce très bon jeu. C'est vrai que sur la chaîne, on parle souvent des jeux qui nous ont plu, mais il y a quand même des gros coups de cœur. Et ça fait partie des gros coups de cœur des 2 dernières années, à titre personnel. Voilà. Je confirme, coup de cœur aussi de mon côté, vraiment Voilà. top. Voilà, ça fait partie des jeux, quand le PDF a été mis à disposition, il m'a fallu 1 heure pour le lire, j'étais en mode « Ah !» J'ai lu, je me suis fait porter malade au boulot pour le lire sur mon téléphone, dans un coin en mode « Ah, il est enfin sorti !» Je peux enfin le lire. Ne dites pas à mon patron de l'époque. Ça fera brouillon. Bah non, on pourrait. Bah non, on pourrait, mais tu ne le feras pas, t'es gentil. Non, je le ferai pas. Non, c'est pour ça. Pourquoi j'ai dit ça, moi? Ça va me retomber dessus. Bref, en tout cas, merci à toi. Et une dernière chose avant de se quitter? Une dernière remarque? Un dernier détail sur lequel tu as envie de... Un dernier mot de ta part. Alors, Par exemple. il y a quelque chose qu'on aimerait bien faire concernant le jeu, c'est qu'il est assez facile de créer ces mus, donc ces livrets de personnages, Mhm. et comme je parlais tout à l'heure, des villes prêtes à jouer, ou tout autre type de contenu. Comme on a envie que le jeu vive, alors je parle pas des ventes en fait, mais qu'il soit pratiqué, qu'il soit disponible, comme j'expliquais tout à l'heure. Si jamais il y a des gens qui nous suivent et qui font leur propre matériel comme ça et qui veulent qu'on le mette à disposition sur notre site ou ailleurs, qui n'hésitent pas à nous contacter, donc contact@lapinmarteau.com, et tout ce qui peut faire vivre le jeu, c'est cool. Vous avez entendu, notez bien ça. On compte sur vous. L'appel est lancé. Voilà. On repartagera, ce sera bien en description de cette vidéo. On fera voilà, nous passerons la bonne parole. Bien. Eh bien, sur ces magnifiques paroles, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. C'était bien sympathique. C'est toujours un plaisir de pouvoir discuter avec vous, les amis, et avec vous, le chat, hein, d'avoir été aussi réactif. Voilà. Petit mot de la fin, tranquillement, en tout cas. Merci à tous. N'hésitez pas, la vidéo sera remise, comme c'est le principe, hein, elle sera sur YouTube demain. Il y aura une description qui sera toute bien, ce sera presque fait à l'heure. YouTube, podcast, tout ça. Voilà. Voilà, parce qu'on est ponctuel. Oui. On se voit qu'une action ponctuelle dans cette équipe. Comptez pas sur moi. Oui. Il confirme. Oui. Ouais, voilà. Sur ce, on va vous quitter là, les gens. On vous souhaite une excellente soirée. Portez-vous bien. Jouez bien. Et à la prochaine. Allez. À bientôt. À bientôt tout le monde. Allez, ciao.